Le soleil, délaissant sa lagune sereine, surgit au ciel d'airain pour éclairer les dieux et les mortels vivant sur les terrestres lieux. Ils touchèrent alors Pylos la Néléenne. Les Pyliens au frais, le long des vastes eaux, sambent noirs au bleuâtre ébranleur de rivage. 9 bancs sont là. Chacun tient 500 personnages, et chaque groupe aux dieux présente 9 taureaux. Leur viscère goûté, pour lui, fumait les cuisses, quand la troupe aborda, du lin porteur d'agrès cargua la voile, et puis gagna les quais propices. Minerve descendit, et Télémaque après. La déesse aux yeux pères lui parlant la première. « Enfant, tu ne dois plus te montrer incertain. Tu n'as passé les flots que pour savoir la terre qui nous dérobe Ulysse et quel est son destin. Eh bien, cours à Nestor, le dompteur de cavale. Voyons quelle pensée il cache dans son cœur. Sollicite de lui des vérités loyales. Il ne mentira point, car il est plein d'honneur. » Le prudent Télémaque aussitôt lui réplique. « Mentor, comment le joindre? À lui comment m'ouvrir? Je ne suis pas encore habile à discourir, et crains d'interroger, moi jeune, un homme antique. » Dans ces termes repart la déesse aux yeux pères. « Enfant, tu parleras à la fois d'abondance et sous un choc divin, car sans les dieux, je pense, tes yeux et ton esprit ne se sont pas ouverts. » Pallas Minerve dit et marche décidé. Lui, de l'Olympienne à l'instant suit les pas. Ils joignirent alors la foule présidée par Nestor et ses fils. Occupés du repas, les assistants flambaient, piquaient des chairs solides. Voyant des hôtes, tous furent les recevoir, leur serrèrent la main, leur dirent de s'asseoir. Le premier, Pisistrate, un des beaux Nestorides ayant saisi leur dextre, au banquet les plaça sur de moelleuses peaux longeant la rive amère, entre son frère aîné Thrasimède et son père. Il leur servit 2 parts d'entrailles, leur versa dans une coupe d'or, puis, la droite levée, dit à Minerve, enfant de Zeus et Giocus. « Étranger, rends hommage au puissant Neptunus, puisque pour son festin tombe votre arrivée. Ta libation faite, offert tes justes vœux, passe à ton compagnon, pour l'épancher de même, la coupe de vin doux. Car j'espère qu'il aime prier les immortels. Tout homme a besoin d'eux. Mais il est le plus jeune et semble avoir mon âge. Aussi, d'abord à toi, je tends la coupe d'or. » Il dit et lui remet le suave breuvage. La déesse approuva ce bon fils de Nestor, qui du calice exquis l'honorait la première. Alors, elle invoqua le grand dieu longuement. « Exauce-moi, Neptune, ébranleur de la terre. Nous, tes dévots, fais-nous réussir pleinement. Comble avant tout de gloire et Nestor et sa race. À tous les Pyliens, après ce digne octroi, pour leur riche hécatombe, accorde mainte grâce. Enfin, au toit natal rend Télémaque et moi, ayant atteint le but que chercha notre poupe. » Tels jaillirent ses vœux qu'elle-même accomplit. Ensuite, à Télémaque, elle offrit l'ample coupe. D'Ulysse le cher fils pria d'un même esprit. Quand les chairs de dessus furent toutes rôties, on fit les portions. Chacun se régala. De la faim, de la soif les ardeurs ralenties, l'écuyer gérénin Nestor ainsi parla. Il convient, maintenant que sont repus nos hôtes, de les interroger pour les connaître à fond. Étrangers, nommez-vous, qui vous pousse en ces côtes? Est-ce une affaire, ou bien errez-vous comme font les pillards qui, sur mer jouant leur existence, aux gens de terre ferme apportent le malheur? Le prudent Télémaque, alors plein d'assurance, répondit, car Minerve avait enflé son cœur, afin que de son père il découvrît la route et pour lui-même obtint chez l'homme honneur et ios. « Ô Nestor Néléide, ornement de Pylos, tu désires savoir qui nous sommes? Écoute. Nous provenons d'Ithaque, au pied du Néion. Privé et non public est ici notre affaire. Je viens pour m'enquérir de mon illustre père, Ulysse, l'être fort qui, près de toi, dit-on, a combattu jadis et renversé Pergame. Car tous les autres preux acharnés aux Troyens, nous savons en quel point chacun a rendu l'âme. Mais lui, Zeus de son sort fait un mystère aux siens. Sa fin par nul témoin n'est clairement décrite.
soit qu'un fer les toxide d'emblée au continent, soit qu'il ait disparu sous les flots d'Amphitrite. À tes pieds, c'est pourquoi je tombe maintenant, pour que de sans trépas tu veuilles bien m'instruire, si tu le vis toi-même, ou si te le conta quelque homme errant. Maudit sa mère l'enfanta. Par respect ou pitié ne va point m'éconduire, mais narre franchement l'aventure au total. De grâce, si jamais mon brave père Ulysse, agissant ou parlant, te rendit un service chez le peuple troyen, à vous, Grecs, si fatal, souviens-t'en aujourd'hui. Dis la vérité pure. L'écuyer gérénin, Nestor, lui répondit. Cher, tu m'as rappelé l'existence si dure que nous, Grecs indomptés, menâmes sans répit, alors que nos vaisseaux erraient dans les ténèbres, partout au gré d'Achille, en quête de butin, ou que nous combattions autour des murs célèbres de Priam. Là périt plus d'un guerrier hautain. Là gît le fier Ajax, là gît de même Achille, là Patrocle, en prudence égale à tous les dieux, et là, mon fils chéri, si beau, si glorieux Antiloque, un soldat aussi ferme qu'agile. Que d'autres maux encore n'avons-nous pas souffert? Qui donc tous ici-bas pourrait te les apprendre? Lorsque tu resterais 5, 6 ans à m'entendre conter des fameux Grecs les désastres divers, tu repartirais là avant que je finisse. 9 ans des ennemis en jouant au plus fin la perte on machina. Zeus à peine y mit fin. Pour l'astuce, en ces lieux, nul au divin Ulysse n'osa se comparer, tant il nous supérait dans l'art de bien ruser, ton père. L'on te donne pour son fils, et te voir infiniment m'étonne. Tes discours sont les siens. Personne ne croirait qu'un jeune homme à ce point fût son écho fidèle. Dans tout le conflit, le noble Ulysse et moi, au conseil comme au camp, nous n'eûmes de querelle. Mais portant même cœur, prudent, de bonne aloi, nous n'avions qu'un seul but, l'intérêt de la Grèce. Pourtant, quand, sous la cendre, Ilion s'enfonça, nous étant rembarqués, un dieu nous dispersa. Zeus préparait alors aux Grecs mainte détresse, vu que tous n'étaient pas sages ni scrupuleux. Beaucoup, en conséquence, eurent des fins horrides, victimes du courroux de la dive aux yeux bleus qui, fille du dieu roi, brouilla les deux Atrides. Ceux-ci, contre l'usage et follement hardis, convoquèrent les Grecs en masse à la nuit close. Les Grecs étant venus, par le vin alourdi, de cet appel étrange, ils leur dirent la cause. Or, Ménélas aux siens ordonne de s'unir pour songer au retour sur les liquides combes. Agamemnon enrage. Il voulait retenir le peuple et présenter de saintes hécatombes afin de conjurer la fureur de Pallas. Le fol, il ignorait qu'elle était inflexible, car l'esprit des grands dieux ainsi ne tourne pas. Lors des propos princiers, l'échange fut terrible. Les Grecs aux beaux jambardes se levaient soudain, poussant 1000 clameurs. L'ost en deux se partage. La nuit, on ne rêva que mutuel dommage, car Zeus nous apprêtait un dommage certain. Dès l'aube, main de nous mit à flot son navire chargé d'or, de beauté au large ceinturon. La moitié du camp grec demeura sous l'empire du pasteur des humains, Atride Agamemnon. Pour nous, l'autre moitié, rembarquée, nous partîmes. Nos prames rasaient l'onde, un dieu l'aplanissait. Mouillant à Ténédos, on offrit des victimes pour le rapatriement. Mais Zeus ne le pressait. Le cruel Déréchef divisa la milice. D'aucuns, de leurs vaisseaux retournant le timon, rentrèrent sous leur roi, l'habile et sage Ulysse. Ils voulaient plaire encore au maître Agamemnon. Quant à moi, sur mes nefs qui voguaient de conserve, je m'enfuis, pressentant les ciseaux d'Atropos. Tidide nous suivit, emmenant sa caterve, et le blond Ménélas put nous joindre à Lesbos, où du plan de voyage on traçait une ébauche, soit passant au-dessus de Chio, sol rocheux, devant l'île Psyrie à laisser sur la gauche, soit filant sous Chio, près du Mimas venteux. Nous priâmes le dieu d'envoyer un présage, il le fit, et voulut qu'on croisât le plein flot droit vers le bé, afin d'échapper au naufrage. Un vent sonore vint à souffler, et bientôt, par les champs poissonneux, dans la nuit, à Géreste, on jeta l'ancre.
Après ce parcours très heureux, à Neptune on servit maintes cuisses de bœufs. Le 4e jour, dans Argos sauve et leste, la flotte de Tidide, entraîneur de coursiers, s'arrêta. Pour la mienne, elle cingla vers Pyle, et le vent ne faiblit depuis son gage utile. Cher, ainsi je revins, ne sachant quels guerriers furent sauvés et quels furent ceux qui périrent. Mais tout ce que j'appris, trônant dans mon palais, dûment tu le sauras. Mes dits seront complets. Les brillants myrmidons, ces publics, atterrirent sous le fier rejeton de leur grand roi défunt. Ainsi, du noble fils de Péan, Philoctète, Idoménée encore ramena dans la crête tous ses compagnons saufs. La mer n'en prit aucun. Pour Atride, on a dû vous dire au loin sans doute qu'Égiste à son retour tua ce conquérant. Mais son sang a du sien expié chaque goutte, qu'il est bon qu'un héros laisse un fils en mourant. Celui d'Agamemnon à son tour put oxyre le perfide assassin d'un père si vanté. Toi donc, ami, beau, grand, ainsi que je t'admire, sois brave pour passer à la postérité. Le prudent Télémaque alors, à cette adresse, « Ô Nestor Néléide, ornement de l'Hélas, ce fils s'est bien vengé. Certainement la Grèce l'entourera d'honneurs qui ne finiront pas. Ah, que n'ai-je des dieux reçu même puissance pour punir la noirceur de tous ces prétendants qui m'outragent toujours, me mettent sur les dents. Mais les dieux n'ont loti d'une pareille chance ni mon père ni moi. Force est de tout souffrir. » L'écuyer gérénin, Nestor, de lui répondre « Cher, puisque de tes mots tu me fais souvenir, on dit qu'en ton palais, malgré toi, s'en vint fondre à cause de ta mère un escadron galant. Dis-moi si c'est ton goût, ou bien si de sa haine ton peuple te poursuit, quelque dieu le stylant. Qui sait? Peut-être un jour ton père en son domaine les châtiera, soit seul, soit avec tous les Grecs. Oh, si Pallas daignait en amitié te prendre, comme elle eut soin d'Ulysse, au sein des 1000 échecs dont nous fûmes témoins sur les bords du Scamandre, car on ne vit les dieux aimer plus un humain que Minerve Pallas quand elle aidait ton père. Si la dive t'aimait, t'aidait ainsi sur terre, ces effrontés bientôt oublieraient leur hymen. Le prudent Télémaque, aussitôt de reprendre. Vieillard, ceci ne peut être ratifié. Ce bonheur est trop grand, j'en suis stupéfié. Quand les dieux le voudraient, je n'y saurais prétendre. En ces mots riposta la déesse aux yeux pères. Télémaque, au hasard, quel mot viens-tu d'émettre? Un dieu peut à son gré de loin sauver un être. Pour moi, j'aimerais mieux souffrir 1000 revers avant de retourner dans ma cité jalouse que de périr au port, ainsi qu'Agamemnon, par le dol d'un Égiste et d'une atroce épouse. Mais les dieux, mêmement, au commun naquéront, ne peuvent disputer le mortel qu'ils assistent, quand la parque fatale, au tombeau, l'a couché. Le prudent Télémaque, à ces mots qui l'attristent, « Mentor, laissons cela, quoi qu'on en soit touché. C'en est fait du retour de mon malheureux père. Le ciel lui dépêcha la mort, le destin noir. Mais j'interrogerai sur une autre manière Nestor, car il excelle en prudence, en savoir. On dit qu'il a régné l'espace de 3 âges. Aussi crois-je à le voir que c'est un immortel. Nestor Néléides, parle donc sans embâge. Du grand Agamemnon, dis le trépas réel. Que faisait Ménélas? Par quelle fourberie put vaincre Égiste? Atride était bien plus vaillant. Ménélas n'était-il dans Argos d'Achaïe? Son absence vint-elle à point pour l'assaillant? L'écuyer gérénin, Nestor, sur ce programme, « Je le conterai tout, mon fils, exactement. Tel que tu le prévois eut lieu l'événement. Si le blond Ménélas, revenant de Pergame, eût trouvé cet Égiste au palais implanté, son corps n'aurait reçu la terre des obsèques. Mais les chiens, les oiseaux l'auraient déchiqueté, hors des murs, dans la plaine, et nulle femme grecque n'eût se pleurer sur lui, son crime étant affreux. Tandis que nous donnions là-bas maintes batailles, lui, paisible au milieu des argives murailles, d'Agamemnon traitait l'épouse en amoureux. La dive Clytemnestre, à faire œuvre de joie, se refusa d'abord dans sa noble grandeur. Près d'elle était un chantre à qui, partant pour Troie, Atride avait commis le soin de sa pudeur. Mais quand l'arrêt des dieux en eut marqué la chute,
L'autre, jetant l'Argus sur un îlot désert, l'y laissa méchamment au noir vautour en butte. Puis, reine et ravisseur vécurent de concert. Égiste aux saints autels brasilla bien des cuisses, suspendit bien des dons, des tissus et de l'or, pour fêter un succès qui l'étonnait encore. Cependant, Ménélas et moi, toujours complices, nous naviguions ensemble au sortir des combats, quand, devant Sunium, le cap sacré d'Athènes, Phèbe Apollon tua de ses flèches sereines Frontin, fils d'Onétor, nocher de Ménélas, qui de son bâtiment au rapide sillage tenait la barre en main. Or, nul ne le valut pour guider une quille à travers un orage. Son maître alors d'ancrer, quelque hâte qu'il eut pour construire sa tombe, honorer sa mémoire. Mais lorsque, de la mer reprenant les hasards, sa navette atteignit l'imposant promontoire des Maléens, du coup, Zeus, au vaste regard, le dévoya. Sur lui fit souffler la tempête. En mont tumultueux souleva l'océan. Il dispersa les naux, en jeta vers la crête, au pays des Sidons qu'arrose le jardin. On voit dans le brouillard, aux confins de Gortine, une roche polie à cheval sur les eaux. Là, vers le cap Festos, quand le Notus incline les flots grossis, ce roc arrête les assauts. Là sombrèrent les nefs. La troupe délivrée à grand-peine, l'écueil en rompit la plupart. Sur l'Égypte pourtant, l'onde et le vent, plus tard en charrièrent 5 à la proue azurée. Tandis que Ménélas, amassant or et biens, montrait chez l'étranger sa voile infatigable, Égiste consommait cette fin lamentable d'Agamemnon. Il tint le peuple en ses liens et gouverna 7 ans l'opulente Mycène. Mais la 8e année, enfin pour son malheur, Oreste le divin surgit, rentrant d'Athènes. De son auteur illustre, il tua l'égorgeur. Après, du lâche Égiste et de sa folle mère, il servit aux Argiens le funèbre banquet. Ce jour-là, Ménélas, habile aux cris de guerre, survint, lourd des trésors dont sa flotte craquait. Toi, mon cher, ne va point t'exiler davantage, abandonnant tes biens au cœur de tes états à d'ignobles intrus. Crains qu'après un partage il ne dévore tout, que vain ne soit tes pas. Mais de voir Ménélas, je te prie et te somme. Naguère, il retourna de pays étrangers, d'où ne s'attendrait plus à revenir tout homme que la tempête aurait entouré de dangers sur une mer si vaste, et d'où l'oiseau lui-même ne vient pas en un an, tant la route a de maux. Avec tes compagnons, repars sur ta trirème, ou, s'il te faut la terre, à toi, chars et chevaux. Méphis t'assisteront. Tu les auras pour guide jusqu'à la belle Sparte où siège Ménélas. Sollicite de lui des vérités rigides. Ce prince est plein d'honneur, il ne mentira pas. Le jour mourut, l'ombre devint épaisse. L'immortel aux yeux pères en ces mots intervint. Ô vieillard, tes discours sont pétris de sagesse, mais coupez toute langue et mélangez le vin, afin qu'ayant bu tous à Neptune, au céleste, on aille, il en est temps, dormir dans ces cantons. Du soleil au couchant ont expiré les restes, c'est mal de s'attarder au mets des dieux. Partons. Ainsi l'Olympienne. À son vœu l'on défère. Les héros vont aux mains l'ondoiement coutumier. Puis main jeune et chanson, remplissant tout cratère, passe à chacun sa coupe, y goûtant le premier. Les langues vont au feu, le vin répandu claque. Sur ces libations, le boire satisfait, à bord de leur vaisseau, Minerve et Télémaque de retourner ensemble émirent le souhait. Mais Nestor les retint par ce suave dire. Ne plaise à Jupiter, aux autres éternels, que je vous laisse aller à votre prompt navire, comme si j'étais gueux, sans effet personnel, comme si je n'avais tapis ni couverture, où mes hôtes et moi reposions mollement. J'ai de beaux couvre-pieds, de superbes fourrures. Non, d'Ulysse jamais le rejeton charmant n'ira coucher sur un bateau tant qu'en ce monde je vivrai, qu'après moi vivront des fils experts pour accueillir chaque hôte en ma maison féconde. Incontinent Pallas, la déesse aux yeux pères. Tu parles d'or, cher vieux. Il faut que Télémaque t'obéisse, c'est là le plus sage parti. Qu'il te suive à l'instant, et dorme garanti dans ton palais. Pour moi,
Je rentre à ma caraque, afin de rassurer et styler mes compagns. D'être l'aîné de tous, je fais ma gloire expresse. Ce sont jeunes guerriers nous suivant par tendresse, du brave Télémaque étant contemporain. Je coucherai ce soir sur ma planche aquatique. Mais à l'aube, j'irai chez les nobles cocons où m'appelle une dette ancienne et non modique. Toi, puisque mon ami s'en va sous tes plafonds avec l'un de tes fils, qu'il ait un char solide qu'un robuste attelage au galop traînera. La déesse, à ces mots, comme un aigle rapide, disparut. Des témoins, la terreur s'empara. Plein d'admiration à l'aspect du prodige, Nestor, de Télémaque ayant saisi la main. « Cher, tu ne seras point sans force ni prestige, puisque déjà les dieux t'escortent en chemin. De l'Olympe ce n'est quelque autre dignitaire. C'est la fille de Zeus, c'est Tritogénia, qui pour ton père aimé toujours s'ingénia. Eh bien, reine, sers-nous, donne-moi gloire entière, à moi-même, à mes fils, à ma pure moitié. Lors je t'immolerai tendre et belle génisse au cou fier, sous le joug non encore plié. Je dorerai sa corne au jour du sacrifice. » Telle fut sa requête, et Pallas l'entendit. L'écuyer gérénin Nestor mena de suite ses gendres et ses fils à son palais béni. Une fois dans l'enceinte artistement construite, par ordre on occupa fauteuil et tabouret. L'ancien, dans un cratère, pour toutes les personnes rafraîchit un vin doux, un nectar d'onze automnes soustrait par l'intendante à sa prison de grès. Il sema l'eau vineuse et d'une voix parfaite pria Minerve, enfant de Zeus et Géocus. Sur ces libations, chaque soif satisfaite, tous allèrent dormir par le sommeil vaincu. À Télémaque alors, enfant chéri d'Ulysse, l'écuyer gérénin Nestor, avec bonté, sous le sonnant portique, offrit un lit sculpté. Près de lui reposa le chef de sa milice, Pisistrate, seul fils sans épouse au palais. Nestor se retira dans ses pièces nuitales, où la reine apprêta rideaux, coussins épais. Quand l'aurore effeuilla ses roses matinales, le vigoureux vieillard de sa couche sauta, et, sortant, il s'assit sur des pierres polies, blanches, luisantes d'huile, à propos établies devant le haut portail. Là, jadis s'arrêta Nélée, égal aux dieux pour ses sages lumières, mais, dompté par la Parque, il vaguait chez Pluton. Nestor, rempart des Grecs, s'assit donc sur ces pierres, le sceptre en main. Ses fils Stratéos, Échéphron, Aréthos et Persée, et le fier Thrasimède, de leurs chambres issues, l'entourent à l'envi. Au conseil, Pisistrate, en bon sixième, accède. Tous les six conduisaient Télémaque, ravis. Le roi leur tint alors ce discours plein de verve. « Hâtez-vous, mes enfants, d'exécuter mon vœu, pour me propitier premièrement Minerve, qui vint hier en personne au gras banquet du dieu. Qu'un de vous aille au champ choisir une génisse, et que notre bouvier l'amène promptement. Qu'un autre aille au bateau du rejeton d'Ulysse prendre tous ses copains, hormis deux seulement. Qu'un troisième commande à l'orfèvre Laërce de venir pour dorer les dards de l'animal. Aux cerves du dedans, les autres, à l'inverse, diront de préparer un succulent régal et des sièges, du bois, de l'eau douce à la lèvre. » Tous de courir. La Thore vint des champs. De Télémaque aussi les compagnons touchants vinrent de leur galère. Ensuite vint l'orfèvre, tenant dans ses deux mains les outils de son art, l'enclume, le marteau, la pince très bien faite, subjugueur du métal. À la pieuse fête, Minerve vint aussi. Nestor, le beau vieillard, fournit l'or. L'ouvrier l'étend sur chaque corne qu'il jaunit de façon à séduire Athénée. Strate et Képhre, aux deux dards ont pris la bête morne. Aréthos, du palais, dans un bol fleuronné, leur porte l'eau lustrale et d'orge sainte baille un corbillon.
Debout, la hache en son point fort, Thrasimède est campé, prêt à férir l'Omaï. Persée a le bassin. Le beau vieillard Nestor répand les grains et l'eau, puis appelle à son aide Pallas et jette au feu les poils du front taurin. La prière finie, éparpillé le grain, de Nestor aussitôt l'ardent fils Thrasimède frappe et tranche les nerfs du col en désarroi. La bête tombe. Au choc ululent dans l'air vaste les filles et les brus, et l'épouse du roi, Clyménie de l'aîné, Eurydice la chaste. On ranime, on soutient l'animal sans ressort, et le chef des guerriers, Pisistrate, l'achève. Quand tarit le sang noir, qu'inerte fut le corps, vite on le dépeça. Les cuisses qu'on enlève furent de graisse double, ointes selon le riz, et l'on plaça dessus d'autres quartiers sapides. L'ancien les embrasa, devint pur les couvrit. Tout près, des gars tenaient les broches pentafides. Puis, les fémurs en cendres et les boyaux goûtés, les morceaux qui restaient, fixés à chaque haste, se rôtirent, au feu tour à tour présentés. Or, la plus jeune enfant de Nestor, Polycaste, avait pendant ce temps mis Télémaque au bain. La belle le lava, le frotta d'huile grasse, lui donna fine robe et manteau purpurin. De retour, le jeune homme, ayant céleste grâce, vint s'asseoir à côté du souverain Nestor. Après qu'on eut rôti la chair supérieure, le festin commença. Les gens de la demeure, zélés, versaient le vin dans des calices d'or. Quand la faim eut cessé, que la soif se fit rare, l'écuyer gérénois, Nestor, cria soudain « Mes fils, qu'à Télémaque à l'instant on prépare un char, des coursiers prompts pour repartir bon train. » Eux, de l'entendre et d'accomplir son ordre, ils attellent au char de véloces coursiers. L'intendante y fourra pain, vin et mets princiers, auxquels les princes seuls, fils de Zeus, peuvent mordre. Télémaque monta sur le char luxueux. Un Nestoride adroit, le guerrier Pisistrate, s'asseyant près de lui, prit les rênes en hâte et fouetta les chevaux. Ceux-ci, d'un vol fougueux, de Pylos pour la plaine abandonnant le socle, secouèrent leurs joues durant le jour entier. Le soleil chut et l'ombre envahit tout sentier. Alors le couple entra d'enfer, Gédiocle, enfant d'Orsilocos par Alphée engendré. Là, nuit douce et présent de main hospitalière. Quand l'aurore effeuilla ses roses matinières, nos amis, reprenant chevaux, axes dorés, quittèrent vestibules et portiques sonores. Pisistrate fouetta, l'attelage bondit. Bientôt parut un champ fertile qui vint clore leur trajet, tant le char fut vivement conduit. Le soleil chut, et l'ombre envahit tout encore. L'Odyssée par Homère. Traduction par Ulysse de Séguier. Lecture par Charlène Torres. Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet.